la Golden Dawn, vous le savez très bien, qui veut dire l'aube dorée, qui était une société initiatique, discrète, sinon secrète, à laquelle on a reproché plus tard d'avoir été l'inspiratrice du nazisme, ou qui aurait contribué à inspirer le nazisme, ce qui est déjà pas tout à fait en odeur de sainteté. La présence dans l'ombre de sociétés secrètes est fort importante, car les documents détenus par la Bessonnière intéressaient vivement celle-ci. Comme nous le verrons par la suite, il fut même activement aidé par l'un de ces cénacles occultes, le prieuré de Sion, dont on retrouve les traces dans l'église de Sèvres. Cette église est très très étrange par ailleurs parce qu'il y a d'autres vitraux, notamment un vitrail qui est dans le chœur, tout en haut, une croix flamboyante dans lequel le IHS de notre Seigneur est légèrement replié dans le parchemin et on peut y lire plutôt PS. C'est une société PS ou SP, Solidatium Pianum, qui est aussi qui peut être liée à cette affaire parce que cette société est une société vraiment aussi discrète qui a été très active à travers toute l'Europe d'avant 1914 et on l'appelait aussi couramment la Sapinière. Et donc cela nous ramène aussi à une société que l'on connaît d'une manière un peu plus récente qui s'appelle le prieuré de Sion. Là aussi on retrouve le PS et le SP. Alors il y a aussi dans l'église de Sèvres, mais ça n'a rien tellement à voir je pense, mais on ne sait pas, un tableau qui représente Jeanne d'Arc priant dans l'église de Sèvres. Et ce qui est intéressant, c'est que je crois le peintre c'est Flandrin. Or Flandrin est celui qui a peint les fresques de Saint-Germain-des-Prés qui se trouvent sur le méridien de la ligne rouge, le méridien de Paris qui va jusqu'à Rennes-le-Château. Alors bon, il faut le savoir. C'est beau le hasard. Tout à fait. Alors comme des dons ont été faits importants pour la restauration ou disons le financement. Je pense qu'on a voulu faire insister sur ou faire croire que l'église de Sèvres a été fondée par Saint Dagobert. Saint Dagobert, on a mis de l'argent pour le faire croire. Ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous autorise à penser fortement ou plus légèrement au fait que le trésor qu'a découvert la Bessonnière aurait pu contribuer à aider Bon, alors ça, on n'était pas comptable derrière la Bessonnière. Par contre, ce qui est certain, c'est que la Bessonnière a reçu énormément de visiteurs des Habsbourg, des gens donc intéressés par ces problèmes de généalogie, d'histoire, et il y a aussi cette légende qui court sur les parchemins de la reine Blanche de Castille. Ah oui, alors, la fameuse généalogie. Alors là aussi, tout ça, ça réapparaît... dans laquelle, quand l'un de nos amis apparaît les descendants de cette race extraordinaire des Mérovingiens et ceux qui ont été éliminés, la filiation directe. Je sais qu'on ergote un peu, mais enfin il a eu une descendance d'Agobert II. Alors, Sigebert IV, d'une part, tout à fait, il y a eu Sigebert, mais enfin aussi sa fille Adèle, Rathilde et Irmine, Sainte Irmine. Donc il a eu des descendants, naturellement, de toute manière. On veut bien sûr ergoter toujours sur Sigebert IV. Pendant très longtemps, on a dit qu'il n'existait pas, puis patatras, on découvre dans les textes anciens que Sigebert IV avait fait bel et bien exister. Alors maintenant, effectivement, quant à savoir s'il a pu faire souche dans le Razais, je pense que vous voulez en venir là. Rennes-le-Château. Effectivement, là, c'est un petit peu plus, à mon avis, difficile à prouver, mais il n'empêche qu'une tradition qui s'est fait jour, au fin du siècle dernier, soit a été mis en évidence, soit au contraire a été inventé de toutes pièces. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile de le déterminer. Mais celui qui dit que cela n'existe pas ne peut pas non plus prouver le contraire. Cela étant, je dois dire qu'il y a beaucoup de familles mérovingiennes, d'origine mérovingienne. Je ne citerai que celle de la famille de Habsbourg, qui descendent de Sigebert III, donc du père de Dagobert. Je crois vraiment que Sigebert IV s'est réfugié dans le Razès. On l'y a conduit. Il y a cette dalle des chevaliers, ainsi appelée parce qu'on voit un enfant transporté sur le cheval par des chevaliers. On l'a protégé, on l'a sauvé, Sigebert IV. Sans cela, ces rois dont on nous disait dans l'histoire de France qu'ils étaient des rois feignants, ce n'étaient pas des rois feignants, c'étaient des rois faits, néants. Si le verbe néantiser existait, il définirait bien. Parce que les usurpateurs, les trônes de France, ont voulu les anéantir.
Alors, il y a quand même, vous le voyez au gré de notre enquête, des mystères qui s'épaississent, qui se multiplient. Il y a ce fameux pilier visigothique ou carolingien, selon les appellations des chercheurs, et dont Henri Bution, maintenant, va nous parler. Lorsque l'abbé Saunière eut fait la découverte du sépulcre de Sigebert IV, sur décryptage du grand maître de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Sion, qui était devenu Claude Debussy à la succession de Victor Hugo, lequel Claude Debussy, et cela je ne le sais que depuis 2 ans, est venu plusieurs fois à Rennes-le-Château voir l'abbé Saunière, eh bien, il est hors de doute que c'est Claude Debussy qui a positionné le sépulcre de Sigebert IV dans l'église. Ce qui explique l'hommage rendu par l'abbé Saunière tant à l'intérieur de l'église qu'à l'extérieur, et notamment en prenant le pilier carolingien qui supportait l'autel, qu'il met dehors dessous la statue de la Sainte Vierge et à la base duquel il fait graver Mi-Sion 1891, Debussy est un grand maître de l'ordre de Sion. Or, ce qui est évident dans l'église, c'est qu'il y a tout de même 70 fois reproduit le sceau de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Sion. Il y a le sceau MS. Or, on sait très bien qu'en matière de glyphes de saint, ça ne peut pas être Sainte-Madeleine. Il n'y a jamais le S du mot saint dans un glyphe. Le glyphe de la Vierge Marie est MA, celui du Christ, le qui et rho, les 2 premières lettres du mot Christos. Et là, il est hors de doute que c'est bien MS. Or, pour reproduire 70 fois le mot, le sigle de Sion, de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Sion, c'est bien qu'il y a là un hommage rendu à cet ordre. Et il est absolument hors de doute, d'après tous les renseignements que j'ai recueillis depuis 27 ans, que le grand maître de l'ordre de Sion est venu ici plusieurs fois voir l'abbé Saunière. En l'occurrence, c'était Claude Debussy. Et c'est un fait que dans la succession des grands maîtres de l'ordre de Sion, Claude Debussy a été le 1er juin 1885 élu à la succession de Victor Hugo, lequel, dans la légende des siècles, avait écrit un poème intitulé « Un seul homme sait où est caché le trésor », poème que l'abbé Saunière reproduit dans ses constructions, dans la décoration de son église. Ainsi, je le citerai rapidement, les derniers vers sont les suivants. La grande tour surveille au sommet du ciel bleu le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est exactement l'orientation de la tour Magdala. Ainsi, téléguidé par une société secrète, l'abbé Saunière découvrit la sépulture du fils de Dagobert II, dernier mérovingien régnant, issu d'une lignée d'origine extraterrestre. Et afin de souligner l'importance exceptionnelle de cet événement, il grave à nouveau 1891 sur l'un des piliers de l'église et nous prévient, en latin, à l'entrée de celle-ci. Terribile locus iste. Ce lieu est terrible. Le mystère s'épaissit, mais nous pourrions aller plus loin en rencontrant à Paris Jean-Michel Thibault, qui est un confrère écrivain, qui a fait des recherches sur le prieuré de Sion et qui nous fait par ailleurs des révélations inquiétantes. Pour écrire des ouvrages de ce genre, sur l'abbé Saunière, sur Rennes-le-Château, sur d'autres, par exemple la cantatrice Emma Calvé, tout à fait étonnante, qui joue un rôle important dans l'énigme de Rennes-le-Château et des découvertes de l'abbé Saunière. Il faut être plus que romancier, il faut être un chercheur, il faut être un peu historien, il faut être un peu ou beaucoup détective et être courageux. Car Jean-Michel Thibault, je suppose que pour écrire ces ouvrages, vous avez dû faire de nombreuses recherches et que ça n'a pas été facile. Ah, ça n'a pas été facile. Ce qui est déterminant lorsqu'on écrit une histoire, c'est un petit peu ce que l'on ressent au moment où on découvre le personnage. Et Saunière, je l'ai découvert tout à fait par hasard,
en travaillant d'ailleurs sur les premières croisades. J'ai découvert quelques petits fascicules, quelques petits opuscules qui parlaient des croisades, mais d'une façon indirecte, des opuscules qui avaient des titres évocateurs comme le serpent rouge, la mystérieuse dame blanche. Alors ça, évidemment, lorsqu'on a de l'imagination et une âme un petit peu de Tintin, on a tout de suite envie de savoir ce qui se cache derrière ces manuscrits. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Rennes-le-Château, l'énigme